ma tâche est tout à fait particulière, puisque il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai rajouté une préparation d'un document qui aurait été plutôt une complémentaire du reste. Oui, ça sort, très bien. Alors, j'ai essayé de prendre un peu de distance, je ne dis pas de hauteur, c'est un peu prétentieux, mais un peu de distance par rapport à la problématique, tout en ayant travaillé pendant 20 ans sur le sujet. Donc, j'étais sûr qu'il y aurait d'excellentes présentations techniques. Bon, je connaissais la présentation de Sylvain, donc c'est pour ça que je prends une dimension un petit peu transversale. Quelle est cette dimension? C'est celle un peu de la prospective. C'est-à-dire que moi, en fait, je vis en 2040, 2050, quelquefois jusqu'en 2100, pour des raisons de préparation des grands enjeux qui vont se poser au niveau de la mer. Et la mer, c'est un des facteurs. Il y a deux fluides sur Terre, hein, l'atmosphère et la mer, et donc tout ça, ça bouge, ça échange, et donc ça va bouger beaucoup. Donc s'y préparer, c'est réduire les risques de crise et de coûts. Donc c'est pas inintéressant d'essayer de s'y pencher. Alors j'ai essayé de transcrire cette vision en le résumant par deux termes que je trouve importants. Les récifs artificiels en général, plutôt comme concept que comme bloc de béton, vous voyez, c'est à la fois des sentinelles du changement des écosystèmes, au sens large du terme, et des vecteurs de co-construction. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que beaucoup de ces termes ont été déjà balayés au plan technique. Alors on va regarder, voilà, j'aime bien cette phrase, pour moi elle résume bien un impératif que nous devons avoir dans notre tête. On est naturellement enclin à prolonger notre être, hein, c'est Nietzsche qui disait ça, hein, et c'est très naturel. Mais en même temps, on se prépare à des changements. Et la vie est changement permanent. Donc voilà, s'y préparer, c'est finalement, d'une certaine manière, ne pas être pris par surprise et pouvoir progresser. Alors, je rappelle aussi, je rappelle rien, puisque je ne suis pas du tout sûr que vous ayez eu une formation dans le domaine, mais la prospective, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, pour avoir à peu près les mêmes mots, donc c'est une analyse, hein, c'est pas plus prétentieux que ça, sur une question précise, hein, sur un système donné, à au moins 10 ans, sinon c'est pas de la prospective, dans un espace donné, on le délimite, ça peut être le monde, ça peut être la commune de Ploua, peu importe, hein, avec des variables et des acteurs, admettant des ruptures, chose qu'on n'aime pas faire, parce qu'on raisonne souvent de manière linéaire, et visant à éclairer la réflexion et l'action. Rien que ça. Mais c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, on peut s'en servir dans plein d'applications, et ça permet d'enrichir la vision des choses, notamment dans le domaine qui nous intéresse. Diapo suivante. Alors bon, 4 petits points. Il y a 2 diapos pour chaque, mais ça va être très court. Bon, d'abord, prendre conscience que tout change, d'où la citation de Churchill. Diapo suivante. Donc, et ça, on le sait depuis longtemps. Alors, pour les plus anciens, le Club de Rome, ça vous dit peut-être quelque chose, publié en 1972, un premier rapport sur la base d'analyse utilisant l'ordinateur pour savoir l'évolution des différentes courbes, et ils avaient prédit déjà, projeté, on ne dit pas prédit en prospective, ils avaient projeté que les choses deviendraient turbulentes à partir des années 2020, on y est, hein, 2020-2040, et que vous voyez, il y aurait pas mal de turbulences. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse, c'est simplement pour dire que très souvent on dit « Ah mais c'est nouveau, nous faisons face à des choses qui n'avaient pas du tout été projetées, etc. » Bon, alors, quand on rentre un peu dans la littérature, qu'on regarde ce qui avait été dit, il y a beaucoup de gens, hein, je rappelle Carson par exemple, Le Printemps silencieux, il y a eu Sylvia Earle, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer de manière à une croissance infinie dans une planète finie. Bon, c'est du bon sens. Hein. Voilà, donc ça, première chose, tout change. Nous le savons depuis longtemps, mais vous avez du mal à l'intégrer. Diapo suivante. Bon, ça, c'est les fruits de la réflexion de Paris, de la COP à Paris 2015. Donc, emboîter les grandes structures hein, des objectifs de développement durable pour le siècle. Donc, la biosphère, nous sommes à l'intérieur du cercle de la biosphère, hein, nous sommes intégrés à l'intérieur de ce cercle. Ensuite, la société, hein, et puis à l'intérieur, l'économie. L'économie est une sous-activité des activités humaines, c'est bon de le rappeler, il y a quelquefois on fait l'inverse. Et nous sommes nous-mêmes intégrés dans une planète, donc c'est ça, cette hiérarchie. Hein. Et donc, à l'intérieur de ça, vous avez différents éléments. Bon. Elle a sauté toute seule, c'est pas grave, vous avez compris l'esprit. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est le cercle des limites de la planète. Ça a été établi par le Stockholm Resilience Center,
de Stephens, Rockström et compagnie. Et donc, ils ont regardé pour les différentes limites de la planète, à quel moment est-ce qu'on les dépasse. Alors, vous voyez, c'est le cercle en tireté ici. On le voit ici, ça ressemble à une petite planète. En bleu, ça va. En vert, pardon, ça va, on gère. En rouge, en orange, c'est très mauvais. Et donc, vous avez, par exemple, en matière de diversité, érosion de la biodiversité, diversité génétique et fonctionnelle. Bon, là, on a largement dépassé des bornes et on devrait bien se réveiller. Bon, ça je vous apprends rien. Introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, qu'est-ce que c'est? C'est un mot, c'est une longue phrase pour dire pollution, hein, toutes les créations artificielles. On crée à peu près 5000 molécules qui n'existent pas par an. On en teste 500, juste pour vous donner des ordres de grandeur. On teste 10% des molécules en espérant que les 4500 autres, elles n'ont pas d'effet trop toxique ni d'effet cocktail. Juste pour vous donner des ordres de grandeur. Les problèmes du phosphore, de l'azote et avec le phosphore et l'azote, l'acidification de l'océan, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui m'intéresse dans ces 9 limites, c'est qu'il y en a 5 qui sont liées au cycle de l'eau. Diapo suivante. Également, bon, l'approche par les assurances. Alors, on n'a pas tellement l'habitude de parler d'assurance dans une assemblée de scientifiques, hein, mais ça, c'est une étude très sérieuse de la Fédération française des assurances, qui gère à peu près 700 milliards d'euros, rien que pour la France. Hein. Et donc, faire face aux catastrophes. Et donc, ils ont fait cette étude qui montre que, d'après leur projection, d'ici 2050, on aura une augmentation de 23% pour un quart pour des problèmes liés à la sécheresse, 38% pour les inondations et 82% liés aux submersions marines, l'évasion du milieu marin, qu'ils ont pourtant estimé qu'à 23 cm, c'est très optimiste, hein, pour mon point de vue, sur une augmentation d'à peu près un tiers de l'ensemble des périls. Donc les assureurs sont des gens tout à fait sérieux, et ils n'aiment pas augmenter leurs tarifs parce que c'est désagréable pour tout le monde, et donc ils essayent de minimiser. Et pourtant, ils écrivent ça, ils publient ça. Donc ça, il faut le garder en tête. Hein. Bon, ça ne vous empêche pas de négocier chaque fois pied à pied avec votre assureur, chaque fois que vous recevez votre facture, mais il faut savoir que les assureurs, c'est des gens réalistes. Il y a 2 catégories de gens qui sont réalistes, c'est les militaires, parce qu'ils se préparent à la guerre d'après, et les assureurs, parce qu'ils savent que c'est eux qui paieront tôt ou tard. Diapo suivante. Alors une photo qui résume tout, là il y a 3 petits clics à faire. Le premier, c'est que la mer monte, premier clic. Le deuxième, c'est qu'elle érode le littoral, deuxième clic. Et le troisième, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Terre ne bouge, n'est pas statique. Souvent, elle descend. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'eau douce. Les sécheresses entraînent... Alors évidemment, en Bretagne, tout le monde sourit parce qu'on est sur du bon granit. Bon, en Occitanie, on rigole beaucoup moins. En Aquitaine aussi, même chose. Donc il manque la dernière flèche. Voilà. Et dans beaucoup de deltas, où vivent beaucoup de monde, c'est un vrai problème. Je vous donne l'exemple de juste un seul pays, le Vietnam, où vivent 100 millions de personnes. Eh bien, principalement dans les deltas, dans le delta du Mekong, il y a tellement peu d'eau qui commence à arriver à cause des 19 barrages et d'autres en construction en amont, depuis les Chinois dans l'Himalaya, en passant par 4 pays pour arriver au Mekong, c'est que la mer monte à peu près de 4 mm par an, mais la Terre descend d'environ 1,2 cm. Donc en fait, ça descend de l'épaisseur de mon doigt par an. Le delta du Mekong descend relativement par rapport à la mer de l'épaisseur de mon petit doigt par an. Donc vous imaginez, d'ici 2050, il faut évacuer 17 millions de personnes. Vous voyez, ce n'est pas des petits chiffres, ce n'est pas des choses, des vues de l'esprit, etc. Et en France, on a 50% des côtes qui sont sédimentaires. Bon, vous et la Provence, ça va, c'est relax. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est quelque chose de sérieux. Diapo suivante. Les récifs artificiels des sentinelles. Pourquoi je peux affirmer ça? Diapo suivante. Voilà, alors je rappelle d'abord, ils sont en vert ici, hein, ils sont grosso modo très bien placés dans le grand cycle de l'eau. Voilà, on n'est pas là par hasard, hein, donc c'est parce qu'effectivement on est à la fois le réceptacle de tout ce qui se passe dans la mer, et la mer, vous savez, c'est le réceptacle de tout ce qui se passe sur la Terre, et puis également, donc évidemment, on récolte des pollutions, etc., mais également, donc, tous les phénomènes côtiers ou très côtiers. Or, le changement global, hein, il affecte les zones à faible interface, notamment à faible profondeur, comme la zone côtière. Donc, d'où l'intérêt, vous voyez, de nous concentrer, enfin, de regarder ce qui se passe ici, avec à la fois des influences de l'activité offshore, bien sûr, le lien avec les parcs éoliens, mais bon, plus tard, il y aura probablement des hydroliennes, beaucoup d'autres choses aussi, des villes flottantes, etc., on n'en a pas parlé. Et puis, bon, l'augmentation de la température augmentant l'énergie contenue dans la mer,
il va y avoir dans la libération ce qu'on appelle la dissipation de cette énergie sous la forme de tempêtes, pas forcément plus fréquentes, mais plus puissantes. Et puis, bon, l'arrivée aussi par l'eau, on a de plus en plus de besoin d'eau, donc il y en a de moins en moins qui arrivent à la mer, d'où la salinisation des nappes phréatiques, et donc ça aussi c'est un vrai problème, donc pour lequel il est nécessaire de petit à petit de mariniser les cultures de bord de mer. Diapo suivante. Alors, un pays qui a une grande expérience de ce continuum terre-mer, c'est le Japon. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas faire une mission d'études, je vous recommande vivement, parce que moi, franchement, quand j'ai pu faire cette mission en 2000 sur les récifs artificiels au Japon, ça a vraiment changé ma perception des choses, la conception de Satumi. Comment ça se fait qu'un des peuples aussi stressés que les Japonais, parce que tu n'as aucune envie de vivre comme les Japonais, surtout dans les grandes villes, comment ça se fait qu'ils aient la plus grande espérance de vie du monde? Il y a un paradoxe quand même absolument étonnant. Et ils ont ces capacités de développer le concept de Satumi, voilà, justement d'équilibre entre la high-tech et puis la connexion avec la nature et la perception depuis le sommet des montagnes jusqu'au fond de la mer, cette espèce de continuum avec la vie, avec quand même cette idée très japonaise, c'est que on artificialise pour renaturaliser. Il faut l'accepter intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on veut aider la nature en utilisant la technologie. Alors qu'on pourrait dire, c'est de la folie, on ferait mieux justement de détechnologiser notre approche de la nature. Alors c'est un grand débat philosophique, on pourra en reparler. Je passe pour ne pas passer trop de temps. Diapo suivante. Alors en quoi est-ce qu'un récif peut être une sentinelle? Alors j'ai fait ça un peu en listing, bon j'évite ce genre de choses. Mais enfin vous voyez l'idée, évidemment en matière d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est un point fixe. On peut imaginer par exemple qu'il y ait en surface des structures flottantes, et donc avec la houle, ces structures flottantes créent une tension, donc de l'énergie, donc quelque chose qui tourne, un gaz ou tout ce que vous voulez, ça pourrait fonctionner. Des mesures multiparamètres, alors là aussi il y a un grand débat sur tout récif, tout ensemble de récifs, pour moi il devrait obligatoirement comporter un récif mesure, un récif capteur, surtout qu'il y a des ensembles de capteurs qui sont disponibles en magasin, sur étagère, que ce soit des Ferrybox ou tous les dispositifs existants déjà. On peut les raffiner, notamment aujourd'hui avec les systèmes d'ADN environnemental. Vous savez, vous mesurez des brins d'ADN et vous les comparez avec des banques d'ADN et ça vous donne le code barre en disant tiens, voilà, j'ai eu. Alors vous n'avez pas vu la bestiole, mais vous savez qu'elle est dans le milieu. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion de l'émission de fesses ou de la desquamation, vous avez des brins d'ADN qui sont dans la soupe de l'océan. Et dans cette soupe, vous repérez donc des codes barres, des empreintes digitales d'un poisson, d'un crustacé, d'un mollusque. La protection et la surveillance des aires marines protégées, au sens large, de toutes les aires que vous souhaitez, de toute manière, puisque vous avez un point fixe. Vous pouvez mettre des caméras GoPro. Bon, les Japonais, là encore, utilisent énormément ce système de caméras. Aujourd'hui, on est en train de mettre au point des caméras avec des reconnaissances automatiques de poissons, c'est-à-dire que la caméra, elle tourne en permanence, elle est capable d'identifier des poissons, grâce à l'IA, de les comparer à des images, de savoir de quelle espèce il s'agit, et quand vous en mettez deux, vous pouvez identifier quelle est la bonne masse qui est passée. Donc vous voyez, ces genres de choses vont se développer dans les années à venir, ça va devenir presque banal. Donc vous voyez, nous, ça nous paraît un peu futuriste, pas du tout. Dans moins de 5 ans, ça sera quelque chose parfaitement opérationnel, et d'un intérêt évidemment énorme. L'ancrage éco-conçu pour toute activité ou équipement sous-marin, alors là, libre à l'imagination. Recyclage biologique des fesses d'aquaculture ou toute matière en suspension. J'ai été étonné aussi qu'il y ait aussi peu d'exemples, il y en a, mais pas beaucoup, aussi peu d'exemples d'associations de cages à poissons en mer et en dessous des récifs artificiels. Alors évidemment, il ne faut pas qu'ils soient au ras de la cage, sinon évidemment ils sont vite saturés de matière organique. Mais dès qu'il y a assez d'espace, à ce moment-là, le cône de dispersion lié au courant permet d'avoir une espèce de pluie fine de matière organique qui favorise, qui est recyclée ensuite sous la forme principalement les crustacés, les grands crustacés, mais également des crevettes, et puis les poux de mer, chers à l'un d'entre nous, je ne me souviens plus qui. En 6, le suivi des changements d'écosystème. Là encore, c'est très intéressant. On nous annonce qu'on va avoir un changement climatique. La vitesse de remontée des espèces en moyenne dans l'hémisphère nord est de 8 km par an. C'est-à-dire que si vous prenez les champignons sur des arbres dans une forêt, elles obéissent à des impératifs très précis d'hygrométrie et de température. Et bien, en moyenne, les champignons montent vers le nord à 8 km par an. Ça veut dire 800 km en un siècle. D'accord ?
Donc, dans la mer, c'est à peu près la même chose. Donc, les espèces qu'on va avarier, etc. Donc, 8 km par an, c'est très intéressant d'avoir des systèmes de capteurs qui permettent de dire, bah, écoutez, voilà l'assemblage d'espèces que j'observe. Il correspond à un climat méditerranéen, de plus en plus à un climat semi-tropical, puis tropical, etc. Exactement comme nous, par exemple, on a vu passer la ligne de l'Olivier qui faisait Bordeaux-Valence. Maintenant, elle est de Nantes-Lyon. Voilà. Expression artistique, nous avons encore... Non, notre artiste nous a quittés, malheureusement. Donc, l'expression, ça aurait été bien d'avoir quelques mots. Bien sûr, l'art fait partie de ça, hein, et un récif n'a aucune raison de rester un cube de béton. Hein. De la pédagogie pour les plongeurs et spectateurs, ça ici, on est très sensible à ça, et vous avez raison. Et j'ai bouclé ma boucle. Et encore, vous pouvez sûrement en trouver. Moi, je suis ouvert à un 9e ou un 10e, une 10e fonction. Donc, vous voyez, c'est vraiment des sentinelles d'un très grand intérêt. Ce n'est pas des blocs passifs pour moi. Ce sont des blocs actifs, c'est-à-dire des structures qui, plus elles sont conçues de manière collective et élaborées dans le but d'objectifs de long terme, plus elles sont utiles. Diapo suivante. Alors, une opportunité, évidemment, je n'allais pas rater ça, dans un coin pareil, ici, à 2 pas de... Alors, ce schéma, donc, qui est classique, hein, à partir, évidemment, l'image resserre artificiellement les éoliennes, mais vous voyez bien le concept, hein, en aménageant les pieds ou en équipant entre les poteaux, on peut faire à peu près tout ce qui normalement est banni. Ce qui est quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui devrait être un lieu de synergie est un lieu de conflit. Il y a quelque chose qui, depuis 20 ans, m'échappe un peu, surtout que c'est pas insurmontable. C'est complexe, hein. C'est vrai que c'est complexe. Mais enfin, on a fait des choses beaucoup plus complexes à terre. Donc, évidemment, on pouvait utiliser une partie de l'espace pour une aire marine protégée, on pouvait faire de la pisciculture dans des endroits favorables, faire de la conchyliculture, notamment, on y pense notamment au large, dans le sud de la France, là, puisque la lagune de Thau, probablement, à cause des vagues de chaleur, va probablement être obligée d'exporter ces filières en mer pour éviter qu'elles soient atteintes par des températures trop élevées. Et donc, à ce moment-là, pourquoi ne pas se rapprocher des structures en mer? Les mesures scientifiques, j'en ai parlé, c'est une telle évidence que il faut redépenser un peu d'énergie, hein, pour obtenir que les constructeurs de structures acceptent que quelques-unes de leurs structures soient équipées dès le départ. Le houlomoteur, parce que là où il y a du vent, il y a des vagues, etc. Pourquoi pas associer à d'autres formes d'énergie, la pêche naturellement, le tourisme, l'éducation, etc. Donc vous voyez, on se dit, le paradoxe, c'est qu'en travaillant un peu là-dessus, on se dit, pratiquement toutes les fonctions, tous les usages qu'on a à la mer, on pourrait les associer à ce genre de structure. Il y a de l'espace, il y a des systèmes de surveillance, on peut instrumenter, c'est des structures qui peuvent porter énormément de choses, c'est même intéressant, il y a du tourisme potentiel, et puis la dernière en date, j'ai eu l'idée hier, c'est de faire des courses de bateaux, par exemple, de faire des zigzags, c'est comme un slalom, hein. Pourquoi ne pas organiser un slalom, hein, entre, voilà, il y a des poteaux, très faciles à repérer sur la mer, et puis on ferait des slaloms. Pourquoi pas? Ça serait original, le premier qui organise ça, à mon avis, bonne couverture médiatique. Diapo suivante. Oui, le premier qui se fait au moins, il est éliminé, celui-là, hein. Donc ça permet d'être assez sélectif. Alors j'ai remplacé simplement l'éolienne par un récif. C'est la même chose, ça fonctionne exactement de la même manière. Avouez que c'est quand même étonnant, quoi. Voilà, on peut faire la même chose avec un récif, alors un récif d'une certaine taille, évidemment, pas quelque chose de petit, mais quand vous voyez la taille des récifs conçus par les Japonais, par exemple, vous vous dites qu'on a de la marge d'ambition dans les projets. Voilà, donc vous avez pigé le concept, on va passer. Alors je vous donne un exemple intéressant aussi. Bon, on a une vision très statique de la mer. C'est normal, elle n'a pas bougé depuis 8000 ans. Bon, donc c'est naturel de penser qu'elle ne bouge pas. Puis c'est un repère de l'immuabilité, de l'éternité. Que sont les siècles pour la mer, etc. Bon, bref. Et donc, les Pays-Bas actuellement. Diapo suivante. Donc, ils sont comme ça grâce à un travail d'ingénierie depuis des siècles. Et un effort colossal du pays. Si on mettait... il y a un budget, il y a un ministère spécial de l'eau aux Pays-Bas, et si on comparait, leur budget est de 7 milliards, si on compare en proportion de population un budget en France, ça serait 42 milliards. Ça serait le 5e ministère de la France. Vous imaginez un ministère de l'eau en France avec 42 milliards sous la pédale. Bon.
Et si vous pouvez en donner un petit peu pour l'aménagement de la côte, ça serait bien. Donc voilà, donc ils ont des ouvrages pharaoniques. Ça, c'est d'entrée du chenal de Rotterdam, avec une machine de 15 000 tonnes pour le protéger des tempêtes. Vous imaginez? Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que je vais vous montrer maintenant la carte des Pays-Bas, que vous avez en tête, sans ces protections. Bon, on comprend que l'église sonne le glas. Donc voilà, ça veut dire que la plaine centrale, de Rotterdam jusqu'à Amsterdam, La Haye, etc., tout ça c'est sous l'eau. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est quelque chose qui est une projection d'ici la fin du siècle. La fin du siècle, on ne la verra pas tous, mais il y en a qui la verront. Et donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on projette dans le millénaire prochain. Non, c'est dans le siècle qui vient. Donc, on comprend que dans ces cas-là, cette marinisation va faire que du coup, au lieu d'aller, de se soucier d'aller mettre des récifs dans la mer, peut-être qu'il va falloir réfléchir en termes d'aménagement beaucoup plus intégré. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui était dit par la dernière personne qui a parlé, sur notamment, il faut accepter, où est-ce qu'elle est cette personne? Voilà, merci. Vous avez parlé d'aménagement de la côte, accepter les marinas, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que la mer vienne à nous. Diapo suivante. Donc voilà la réponse des Hollandais. Alors c'est des génies de l'ingénierie hydraulique, les Hollandais, attention. Et donc, eh bien, puisque Rotterdam risque d'être envahi par la mer, on va construire Rotterdam au large. Alors évidemment, la mer du Nord, c'est des petits fonds. Mais quand même, premier port d'Europe, hein, Rotterdam. Bon, 6e port du monde, hein, il y a 5 Chinois avant. Mais premier port d'Europe. Et donc, ils sont en train de terminer la construction de ça. Voilà le chenal de Rotterdam en haut à gauche. Hein, et même si Rotterdam devient sous la mer, eh bien, ils auront construit l'équivalent sur la mer. Voilà, vous vous rendez compte l'investissement et la vision aussi, hein, qu'il y a derrière. Diapo suivante. Voilà. Et alors, on peut même extrapoler ça avec tout ce qui va être construit à la mer. Alors, par exemple, un projet d'énergie thermique des mers en Corée, bon, tôt ou tard, on verra sortir ce genre de projet, parce que c'est tellement génial d'aller chercher de l'eau froide au fond, de prendre de l'eau chaude en surface, et puis de faire un cycle de Carnot avec de l'ammoniac, par exemple, qui se vaporise à 25 et qui se liquéfie à 4. Bon, on aura ça. Donc, vous voyez, des quantités colossales à installer sur la mer. Bon, évidemment, la multiplication des parcs, hein, ça c'est banal. Des digues marémotrices aussi, donc des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres d'aménagement sur la mer. Hein. Et puis, bon, carrément, les villes flottantes. Bon, c'est un concept aujourd'hui encore un peu abstrait, parce que c'est très cher, mais là aussi, on le verra émerger. Donc, vous voyez, dans tous ces cas-là, vous avez des effets récifs, au sens large du terme, avec des guillemets, qui nous oblige à réfléchir en disant cette interface avec la mer, avec une mer que l'on veut vivante, comment il doit être pensé pour que ça soit pas une mauvaise surprise, hein, ou une surprise, mais que ça soit quelque chose qui soit réellement productif et qui soit en harmonie avec l'évolution de l'écosystème. L'écosystème, de toute manière, il ne nous attendra pas pour évoluer. Diapo suivante. Le dernier, quel est l'intérêt de penser tous ces futurs, de consacrer un peu de temps à ça? C'est pas de la spéculation sans intérêt. Alors, je rappelle que nous sommes issus d'un siècle quand même qui était drogué aux carburants fossiles, d'abord, il faut rappeler, hein, et puis drogué un peu aussi à l'hubris industrielle. Hein, donc, faire bon, ça c'est le rêve, c'est une gravure de Jules Verne, hein, donc Nemo, donc cette espèce de vision grandiose, avec un siècle d'avance sur le premier sous-marin vraiment efficace, enfin de taille, et cette projection de la puissance humaine sur la nature, des bateaux toujours plus en plus grands, vous avez peut-être lu le syndrome du Titanic, qui est plutôt bien écrit, hein, et qui raconte cette espèce de... On ne peut pas couler parce que le bateau est insubmersible, voilà. Donc on augmente la vitesse, et puis bon, voilà, c'est là le développement de la recherche d'hydrocarbures dans des zones super sensibles, et en plus qui sont dangereuses pour l'équilibre de la planète. J'ai appris que la Russie avait demandé qu'on lève l'interdiction d'exploitation minière dans l'Antarctique, parce qu'il y a du gaz et du pétrole sous l'Antarctique. Vous imaginez, c'est la plus grande réserve d'eau douce du monde, ça joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète, et on veut aller exploiter du pétrole et du gaz là-bas. Passons. Donc vous voyez, ça, cette espèce d'hubris, c'est-à-dire
mégalomanie humaine liée sur l'utilisation de la puissance, hein, au sens originel du terme. Je peux faire bouger les choses, je peux les mettre à mon service, asservir la nature. Diapo suivante. Alors qu'en fait, bon, là vous voyez encore à gauche cette espèce d'hubris, avec, bon, j'ai repris l'exemple hollandais, on peut s'interroger sur la pertinence de ça, ou alors ce paquebot industriel qui passe devant Venise, quoi. J'ai vu ça aussi de mes yeux, j'étais vraiment horrifié, quoi, devant un bijou d'équilibre entre habitat et nature, de voir passer ces monstres dont les vibrations sont destructrices. Tiens, mais c'est de la folie. Pour prendre des photos, on détruit. Ça me laisse quand même perplexe, quoi, sur la pertinence de l'espèce humaine. Voilà. Alors une approche durable par opposition, quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en réseau, beaucoup plus en interface avec la nature. Bon, là je donne un exemple, par exemple, du développement d'une aquaculture extensive en Égypte, hein, qui a permis, bon, bien que ça soit tout à fait extensif, hein, eh bien, c'est permis de passer de 100 000 tonnes à 1 600 000 tonnes en 20 ans en Égypte, donc de passer la ration alimentaire de produits aquatiques pour les 105 millions d'Égyptiens, 1 million d'habitants de plus tous les 9 mois, de 10 kg à 20 kg. C'est la moyenne mondiale. Tout ça avec des systèmes extensifs et un delta qui se salinise de plus en plus. Donc vous voyez, d'une menace, on peut faire une opportunité. Diapo suivante. Donc je rappelle que malheureusement, pour résoudre tout ça, bon, j'ai beaucoup de compassion pour les élus. Hein. Bon, le maire est parti, mais il faut être très patient, gentil et compatissant avec les élus de tous bords, hein, parce qu'ils ont à gérer, alors on ne rentre pas dans le détail, hein, ils sont sous forte pression, les maires, les conseillers généraux, enfin, tout le personnel politique au sens large, et le long terme n'est pas ou peu pris en compte, alors qu'en fait, les problèmes qui se posent à nous actuellement, ce sont des problèmes de long terme. On ne résout pas le long terme avec une collection de solutions de court terme. Et puis, on doit s'approcher de la fin, je ne sais plus trop ce que j'ai mis. Voilà, un outil pour prendre conscience, pas pour prendre plus. Voilà, bon, j'ai trouvé ça à minuit hier soir, alors soyez indulgents. Alors, la mer, un bien commun de l'humanité, oui, notamment à son interface, donc comment faire? Eh bien voilà, des récifs conçus, placés et gérés pour cela. Voilà, conçus. J'ai été frappé par le nombre de fois où on a redit quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre récif? C'est pas mettre un peu de béton dans l'eau, puis vous dire ça devrait aller mieux, etc. Ça empêcherait les chaluts de passer. Bon, et puis, là où il y a un caillou, il y a toujours plus de vie. Non, c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Donc, la conception aujourd'hui, l'éco-conception, bien évidemment. Et on a une marge de progrès parce que je trouve qu'aujourd'hui, au point de vue esthétique, les récifs peuvent mieux faire. Placé et géré pour cela. On a vu que l'emplacement, ça a été rappelé ce matin, hein, on est dans des flux de la vie, mais on ne les voit pas, évidemment. C'est comme les trajectoires d'oiseaux migrateurs, ça on les voit, mais les larves dans l'eau, on ne les voit pas. Or, le positionnement est très important. Donc, posez vos récifs au bon endroit. Et gérer. C'est bien de les avoir mis en place, mais après, il faut les gérer, et la gestion fait partie du projet. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute après. Donc, au fait, qui veut s'en occuper, ça y est, on a financé l'installation, etc. Mais c'est très important de financer la suite. Contribuer à protéger pour ne pas franchir des seuils. N'oubliez pas qu'on a quand même une menace de franchir des seuils d'irréversibilité, et ça, c'est pas rien. Participer à mesurer, je vous ai dit à quel point la mesure, alors encore faut-il, ça a été redit tout à l'heure, hein. Faire des mesures, c'est bien, mais il faut les partager, en faire une synthèse. Hein, il faut que les industriels, de ce côté-là, jouent le jeu, et jouent le jeu complètement, à fond, quoi. Et cette transparence, à mon avis, est nécessaire. Nous allons être aidés de plus en plus par l'intelligence artificielle qui va être capable de faire des synthèses que nous, on n'a pas le temps de faire, on n'aurait pas la capacité de faire des synthèses de milliers d'articles par exemple, hein. Les thèses vont complètement changer, hein. Et notamment cette agrégation de milliards de données, hein, qu'on est bien incapable de faire, eh bien on pourra le demander à l'IA. Malheureusement ça consomme beaucoup d'énergie, de toute façon, pour savoir ce qui se passe dans le milieu naturel. Gérer pour préserver les flux du vivant, la biodiversité et la résilience. Les 3 éléments. Les flux du vivant, c'est la pêche, hein. C'est la mer qui donne le poisson, pas le pêcheur. Proverbe arabe. Moi j'adore, c'est plus concis, tu meurs, et tout est dit. C'est la mer qui donne le poisson, pas le pêcheur. Donc si tu ne respectes pas la mer, tu n'auras pas de poisson. Bon, Descola a dû dire la même chose d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, la nature, vous en venez. Inciter à co-construire pour aller vers une économie bleue durable. J'ai oublié de rajouter le mot durable à bleu, parce que bon, quand on dit économie verte, bon ça va, les gens comprennent, c'est à peu près écolo. Économie bleue, bon... c'est pas du tout dans la mentalité. On rajoute économie bleue durable.
Donc ça veut dire des contraintes. Et donc co-construire, dans ces cas-là, on prend tous les gens intéressés autour de la table, surtout ceux qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et puis bon, on travaille et on utilise le projet comme un outil transactionnel. La recherche de l'innovation et de l'art. Je pense que, bon maintenant je suis en fin de carrière hein, évidemment, et avec le recul, je me dis, j'ai peut-être manqué d'audace dans ma vie de ma recherche. Bon, j'ai trouvé des trucs, hein, j'ai fait le job, j'ai été correctement payé pour ce que je faisais, donc ça devait correspondre à l'attente. Mais je me suis dit quand même, j'ai manqué peut-être d'audace, d'imagination, de co-imagination à la limite. C'est-à-dire aller chercher des idées originales chez les autres, tester des idées farfelues chez les autres, et puis petit à petit construire quelque chose qui ait de la gueule, quoi, et qui ait du sens. Ben voilà. Il faut, à mon avis, le faire. Voilà, je vais donner quelques exemples de projets un peu fous. Voilà, des hôtels sous-marins. Ça, c'est un port extérieur. Hein. Ça, c'est des projets de Jacques Rougerie. Donc, voilà, il faut décoller. Hein. Il faut que l'imagination ait trop pour que la raison ait assez, disait Gaston Bachelard, un philosophe un peu discret du XXe siècle. Voilà, l'imagination est trop pour que la raison ait assez. Donc, il faut cultiver son imagination. Dernière diapo. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise au stand de l'UNESCO à la COP 2023 à Bonn. Alors, j'adore la concision de l'anglais. Voilà, dernier clic, je pense que je remercie. Voilà. Merci.